C'est bientôt la Korité. Oui, c'est bientôt la Korité. Il faut en profiter pour présenter nos vœux à l'ensemble de nos concitoyens qui jeûnent et espérer que toutes les prières formulées pendant ce mois de Ramadan seront exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala et que les Sénégalais cette année passeront une excellente fête de Korité sans pénurie d'huile. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent. Sans pénurie d'huile, il y en a assez de l'huile au Sénégal. Le problème, c'est comment l'écouler, ou bien? Oui, j'ai trouvé des stocks, un stock important d'huile invendue. Je me déploie tous les jours pour évacuer cette huile et en produire d'autres tonnes. Et j'espère qu'avec le soutien du gouvernement, le soutien des Sénégalais, je vais réussir à écouler ce stock évalué à 12 milliards de francs CFA aujourd'hui. Et je dois dire que depuis ma sortie, j'ai reçu des compatriotes, des commerçants qui sont prêts aujourd'hui à acheter cette huile, qui n'était même pas au courant qu'il y avait autant d'huile stockée dans l'usine de Dakar. Donc ça a été, je crois, une bonne chose d'en parler, et nous avons l'impression que ça a fait tilt auprès de nos compatriotes. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais où se trouve l'huile de la Sonacos, où se trouvent les marques de la Sonacos, et je crois que ces quantités-là que nous avons trouvées sur place, nous allons les écouler dans les semaines à venir, ou plus tard dans les mois à venir. Mais comment est-ce possible pour en arriver à ce niveau? 12 milliards. Bon, je n'aime pas parler de ce qui s'est fait avant moi. Je vais me tourner vers l'avenir. Je crois que l'huile d'arachide est une bonne huile. Oui, reconnue par les consommateurs, par les experts. Je crois que les Sénégalais également sont de gros consommateurs d'huile. Voilà, et tout le monde sait que l'huile que nous faisons est une huile de bonne qualité, et c'est une huile faite à partir de la plus grande matière première, je crois, du Sénégal, à savoir l'arachide. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais déjà, il faut se féliciter du fait, au moins, parce que quand même la Sonacos aussi vient de très loin. Depuis la reprise par l'État du Sénégal, la Sonacos vient de très, très, très loin. Et le fait déjà de pouvoir dire que nous avons des stocks d'huile, bon, c'est un frémissement qu'il faut encourager. Maintenant, bien entendu, il ne sert à rien si au bout de la chaîne, parce que comme vous le savez, au niveau de la Sonacos, nous achetons la matière première, nous la triturons, nous la décortiquons, nous la triturons, et nous raffinons aussi l'huile brute. Ensuite, nous conditionnons pour ensuite mettre sur le marché. Alors, si à la fin du processus, on n'écoule pas, bien entendu, la chaîne peut être bloquée. Oui. Mais je crois que ça, ce n'est pas un grand problème. Nous allons pouvoir vendre cette huile. Je rappelle souvent à mes services, aux agents de la Sonacos, que moi, je suis d'abord un commerçant et fils de commerçant. Donc je sais vendre. Et Inch'Allah. Il y a la concurrence également qui est là. Oui, il y a la concurrence, mais je crois que la concurrence ne justifie pas tout. Moi, je suis un libéral, je n'ai pas peur de la concurrence. L'essentiel, c'est que la Sonacos fasse une bonne huile, une huile de qualité à des prix abordables. Je crois que c'est ça, d'autant plus que pour la qualité, tout le monde sait que nous avons la meilleure qualité, et ça je ne le dis pas parce que je suis de la Sonacos aujourd'hui, c'est constaté, accepté par tout le monde. L'huile d'arachide est de loin la meilleure huile comparativement à celles en tout cas qui sont vendues au Sénégal. Nos marques Ninal, excusez-moi de la publicité, nos marques Ninal, Niani et Arador sont largement meilleures. Et un peu plus cher. Oui, mais c'est normal, parce que d'abord, les coûts de production sont élevés. Rappelez-vous que l'arachide est acheté à un prix fort aux paysans.
Le cours mondial de l'arachide l'année dernière, c'était autour de 186 francs. L'État l'a acheté à 210 francs auprès du paysan, plus la marge des transporteurs, des stockeurs, des opérateurs privés. Le kilo nous est revenu à 237 francs. Alors si vous avez maintenant des installations qui sont assez vieilles, ce qu'il faut reconnaître, les installations sont assez vieilles, donc les taux de rendement sont faibles, même si l'huile est de grande qualité, les taux de rendement quand même sont faibles. Vous y ajoutez de mauvaises conditions de conservation des graines, des campagnes qui se sont succédées au niveau des stocks de la Sonacos, au niveau des sécos de la Sonacos. Vous vous rendez compte que le coût va être élevé. Et malheureusement, au Sénégal, les gens ne regardent pas la qualité, ils regardent d'abord le prix. Et je crois qu'il faudra changer aussi d'option. Si l'huile qui est importée a pu être moins chère que l'huile d'arachide, ça veut dire qu'elle n'est pas de bonne qualité, qu'elle n'est pas de qualité meilleure. Parce que c'est comme ça qu'il faut le... Ça, c'est un travail qui vous incombe, hein? Mais bien entendu, c'est un travail qui nous incombe et nous allons nous y atteler. L'huile au Sénégal, c'est comme le lait, hein? Il y en a de tout genre. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Et je demande à mes compatriotes de faire très attention. Au moins une trentaine de marques. De faire très attention à ces produits qui rentrent dans le marché, à ces huiles qui rentrent dans le marché. Au moins, on sait où se trouve la Sonacos, on sait où se trouve l'usine qui fait l'huile, et c'est la seule huile enrichie en vitamine A que nous avons dans le marché. Et encore une fois, nous devons faire attention. En tout cas, je demande à mes collègues de faire attention. Nous aimons l'huile parce que notre plat national est fait à partir de l'huile. Nous en consommons déjà trop. Nous en consommons déjà. Maintenant, si nous en consommons trop, et parfois nous consommons de l'huile de mauvaise qualité, bien entendu, ça pose problème. Bonjour aux dégâts. Oui, vous l'avez brossé, Sonacos, en 2019, c'est quoi? C'est une société qui est en difficulté. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une société qui est en difficulté. C'est une société qui rencontre des problèmes de tout genre. D'abord, les outils de production sont vieux. Nos installations sont très vieilles. Nous avons des problèmes d'alimentation en énergie. Nous avons des problèmes de conservation des graines, et nous ne vendons pas. C'est une société dont les comptes aujourd'hui sont rouges. Il faut dire les choses telles quelles. Tous les indicateurs contenus dans les soldes intermédiaires de gestion que nous connaissons sont négatifs. Et c'est ça le tableau de la Sonacos. Le président Macky Sall ne vous a donc pas fait de cadeau, hein? Je m'attendais pas. Non, je crois que le président Macky Sall est le chef de l'État, élu par les Sénégalais, et je profite de l'occasion pour le remercier encore de cette confiance. Pour moi, c'est une véritable confiance qu'il a en moi, en me confiant un secteur où il y a des défis à relever. Je suis un homme politique, un homme d'État. Je dois apprendre à relever des défis, à faire bouger les choses. Si tout était nickel, bon, je crois que je ne serais pas très motivé. Mais la situation que j'ai trouvée, même si mon prédécesseur, il faut le dire aussi, a fait de son mieux, parce que quand même, il a pris la boîte dans des conditions extrêmement difficiles. Mais je crois que s'il m'a mis là, c'est pour relever des défis. C'est pour faire progresser la boîte. Et aujourd'hui, je m'attelle à la formulation d'un plan de redressement global, phasé, à court, moyen et long terme. Okay. Pour pouvoir... Quand aujourd'hui on dit qu'on a fait du n'importe quoi, quand je dis on, c'est l'État du Sénégal, surtout sous le magistère d'Abdoulaye Wade, on a fait du n'importe quoi par rapport à la Sonacos. Vous validez? Je n'utiliserai pas les mêmes termes que vous, le même vocable que vous. Oui, la privatisation de la Sonacos a été une erreur. Et je crois que si aujourd'hui
Sonacos rencontre des difficultés, et en grande partie, cela est dû à cette fameuse privatisation. Et je crois que l'État a bien fait de reprendre son bien depuis 2016 pour essayer de voir comment le redresser et comment trouver sur le marché international les financements qu'il faut pour de nouvelles usines, pour de nouveaux équipements qui nous permettront d'augmenter notre production, d'augmenter les rendements et d'exporter. Mais rassurez-nous, c'est possible. C'est possible. Redresser la barre. Non, c'est possible de redresser la boîte parce que de toute façon, il faut de l'argent. L'argent, même si je ne m'attends pas trop à ce que l'État sorte des fonds à mettre sur la Sonacos, je crois que nous avons des relations à travers l'international, nous avons des relations à travers le pays, et avec l'accompagnement du ministère de l'économie, du ministère des Finances et du Budget, avec l'accompagnement du chef de l'État, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver ce qu'il nous faut. Même avant ça, il y a la matière, vous avez l'arachide. Nous en produisons encore. Vous avez des partenaires comme les Asiatiques. La matière, elle ne suit pas seulement. Parce que je vous ai déjà dit que l'État achète à perte. Parce que la Sonacos a une mission de service public, a une mission sociale. On ne peut pas laisser les graines d'arachide entre les mains des paysans. Il faut bien les acheter. On ne peut pas les acheter à n'importe quel prix. Donc, déjà, nous faisons du social. Mais si nous investissons sur l'outil de production pour renforcer nos équipements, pour renforcer nos rendements, nous pouvons nous rattraper. Après, avec les produits finis, que ce soit les tourteaux, que ce soit les écailles, que ce soit l'huile brute ou l'huile de table, l'huile raffinée, nous pouvons nous rattraper. Oui. Et cela devrait pouvoir nous permettre aussi d'ouvrir d'autres unités. Aujourd'hui, on fait plus nous n'avons plus de javellerie, nous n'avons plus de barguennerie, nous n'avons plus voilà, il y a beaucoup nous n'avons plus d'usines d'aliments de bétail, alors que nous faisions tout ça. Et je crois que nous pouvons retourner à tout ça, tout en conservant notre cœur de métier, qui est collecter des graines, les décortiquer, les triturer, et raffiner l'huile brute et ensuite conditionner. C'est possible au Sénégal d'entretenir une société nationale. C'est possible, c'est vraiment possible. C'est une société anonyme. L'État, c'est presque l'État qui est là, 99,27% comme ça. Le reste, c'est des privés, des cadres qui sont encore dans le capital. Donc c'est vraiment une société. Et beaucoup des cadres des usines comme SIB, Linyan de Kaolack ont pris des départs volontaires pour aller... C'est malheureux. Alors c'est là la situation, c'est-à-dire nous avons eu beaucoup de départs. Beaucoup de départs. D'abord des départs volontaires, ensuite des gens qui ont quitté pour mener leur talent ailleurs, mais d'autres aussi qui ont atteint la limite d'âge, qui sont partis dans les différents sites. C'est toujours triste de passer par Diourbel ou Ziguinchor et de voir les installations. Tout à fait. Je dois me rendre... C'est triste, non? J'ai été déjà à l'usine de Dakar, à IID Dakar. Déjà, j'ai une idée de ce qui m'attend après le Ramadan à Ziguinchor, à Linyan, à Louga, à Diourbel et aujourd'hui à Touba, parce que Touba est devenu un site important pour l'arachide et pour la Sonacos. Donc nous allons nous déployer sur le terrain parce que quand même nous croyons à la vertu du terrain. Ce qu'on nous raconte dans les documents, c'est très bien. Les rapports que les gens nous font, c'est très bien. Mais moi, je préfère aller sur le terrain, voir moi-même, constater... Au moins une usine qui va renaître. Oui. Au moins une de ces usines. Non, parce que, comme vous le savez, c'est une chaîne. Hein. Il y a l'usine de Ziguinchor et celle de Kaolack sont dans la trituration, dans la production d'huile brute et d'écaille. Et aussi un peu l'usine de Louga est dans le décortiquage, le triage,
Le décortiquage. Oui, le décortiquage. Ah oui, on décortique, on trie, on produit de bonnes graines que nous vendons à des partenaires locaux qui font du chocolat, qui font ceci ou cela. Il y a un de vos adversaires politiques qui lançait cette pierre pour dire que voilà, on vend notre arachide avec, oui, dans sa globalité aux Asiatiques, mais nous ne sommes même pas en mesure d'assurer le décortiquage. Non, c'est pas vrai. Ousmane Sonko. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Nous décortiquons. La Sonacos n'a jamais vendu de graines coques. Jusqu'au moment où nous parlons. Nous transformons. Au moins, nous décortiquons. Nous transformons. Non, nous décortiquons. Nous décortiquons. Maintenant, on peut avoir des contrats avec des Asiatiques qui dépassent un peu les capacités de décortiquage de la Sonacos. Et à partir de ce moment-là, on loue les services d'entreprises locales ou d'entreprises installées au Sénégal. Mais la Sonacos n'a jamais pris des graines coques pour les exporter à l'extérieur. Ok, c'est bon à préciser. Mais on parle d'industrialisation. Ah oui, c'est dans l'air du temps. Ah oui, c'est pourquoi nous avons beaucoup d'espoir que le gouvernement va nous accompagner. Et nous avons... Sinon, ce serait un slogan, non? Non, nous avons battu campagne autour du programme Ligue Elec, où il y a une bonne phase d'industrialisation. Je crois que l'un des fleurons de l'industrie sénégalaise, c'est d'abord la Sonacos. Je crois qu'il faut d'abord remettre sur pied la Sonacos, qui peut quand même, qui non seulement emploie beaucoup de nos compatriotes, mais qui peut quand même renforcer l'image du pays à l'extérieur. Et aujourd'hui, dans la sous-région, nous faisons la meilleure huile. Nous exportons même de l'huile jusqu'en Italie, jusqu'en Chine. Donc, nous avons de la bonne huile. Et je crois que le redressement, la renaissance de la Sonacos va contribuer un peu à renforcer l'image du Sénégal. Il faut y croire. Nous y croyons fortement. Et c'est pour ça que nous avons accepté le poste pour relever le défi et avec l'industrialisation. Que dit Modou Diagne Fada à ceux qui soutiennent qu'il y avait une grande déception de ne pas retrouver un poste ministériel? Oui. Ça, c'est un lot de consolation. Oui, vous savez, en politique, la politique est très complexe. La politique est très complexe et surtout la politique au Sénégal et en Afrique. Moi, je ne me fais pas de soucis. Je n'ai pas un ego surdimensionné. Je suis un patriote, un compatriote, un jeune homme politique sénégalais qui aime son pays. Je ne me fais pas de soucis sur la station que j'occupe. Ce que je veux, c'est continuer à apporter ma contribution à l'édification du Sénégal. Parce que je ne cherche pas autre chose. Je ne cherche pas moi à m'enrichir. Je ne cherche pas à avoir des honneurs. Les honneurs, j'en ai eu. Mangi sant yalla comme on dit. Par contre, ce serait incompréhensible qu'on me confie une responsabilité, qu'on me demande de relever de tels défis et que je me dérobe. Ça ne ferait pas trop Mais il y a eu cette déception. Non, il n'y a pas de... Au sortir de la liste du gouvernement. Du tout. Il n'y a pas eu de déception. Parce que cette responsabilité que j'occupe aussi est une importante responsabilité. Oui, mais il y en a même qui soutiennent que vous étiez derrière certains articles qui annonçaient Modou Diagne Fada à la tête de département ministériel. Non. Moi, ceux qui me connaissent savent que je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais ça. Ce n'est pas ma pratique. C'est pas ma pratique parce que ça n'a pas de sens. Non, pas du tout. Moi, je crois que ce qu'il annonçait, ils se fondaient un peu sur leur propre analyse. Ils disaient que nous avons soutenu le président Macky Sall, nous avons quand même parié et nous avons gagné. C'était pas évident. Quand on venait le soutenir, on a quand même pris le risque de le faire. Donc, ils nous citaient tout comme ils citaient d'autres gens. Alors, si aujourd'hui, j'ai quand même été le premier à me retrouver dans cette situation-là, dans cette situation-là, je crois que je n'ai pas à noircir ou à rougir. Je fais mon job. En tout cas, j'entends faire mon job très bien, dans les meilleures conditions. Et maintenant, le reste,
c'est entre les mains de Dieu et du président de la République qui est dépositaire, encore une fois, de la confiance des Sénégalais. Et c'est lui qui distribue les rôles. S'il pense que c'est au niveau de la Sonacos que je dois pouvoir l'aider pour, comme vous dites tout à l'heure, l'industrialisation du Sénégal, comme vous dites tout à l'heure, pour renforcer le taux de croissance du pays, parce que l'arachide, tout le monde sait, a un impact sur l'économie nationale, a aussi un impact social, parce que ça permet de lutter contre la pauvreté. Nous avons quand même 4,5 millions de personnes qui sont concernées par la filière arachidière. Donc, s'ils pensent que je dois me retrouver ici, pour moi c'est un challenge. Et je crois que c'est plutôt c'est une très bonne chose. Oui, mais quand même, vous avez été raillé. C'est le terme, raillé par pas mal de vos adversaires politiques et même du camp de la majorité. Quand je dis vous, là, je pense, oui, à Mamadou Diagne Fada, mais aussi à Aliou Sow, Khafor Touré, oui, la grande coalition. Vous, on a vu quand même, au moins au niveau des débats, une valeur ajoutée que vous avez apportée. Mais au finish, beaucoup se sont dit que ce sont des transhumants et ils n'ont pas été traités oui. Comme ils l'escomptaient. Non, comme ils l'escomptaient, non. Moi, je crois que, bon, le terme, je n'y reviens pas, c'est pas le plus important, parce que chacun sait ce qu'il a fait. Pour rappel, nous sommes alliés au président Macky Sall à 6 mois de l'élection présidentielle. Il n'y avait pas, en ce moment-là, il n'y avait plus de poste à prendre, il n'y avait que des risques à partager. Et nous avons accepté de partager les risques avec le président Sall. Donc c'est normal maintenant que c'est le président Sall qu'il essaye de nous responsabiliser pour nous amener à apporter notre savoir-faire pour la bonne marche du pays. Et ce que vous citez, certains quand même sont dans des positions aussi importantes. Je crois qu'Abdou Khafor Touré aujourd'hui est dans une position extrêmement importante. Mamadou Lamine Keïta est aussi dans une position extrêmement importante. Abdoulaye Sow, directeur général du COUD. Donc je crois que ce sont des positions importantes et en politique il faut être patient. Il faut être très très patient. La patience aussi quelque part est une vertu. Oui, mais vos anciens camarades du PDS ne vous ont pas raté quand même. Nos anciens camarades du PDS, non, je crois que c'est plutôt eux qui ne doivent pas se rater. Parce que comme ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter à l'élection présidentielle, je crois que plutôt ils devaient nous féliciter de nos choix. Parce que quand même l'histoire nous a donné raison sur nos anciens camarades du PDS, parce que tout ce qu'on craignait est finalement arrivé. Ok, l'histoire vous a donné raison sur eux. On va en parler dans la seconde partie. Avant la pub, lors de la présidentielle, vous avez fait la diaspora pour battre campagne pour le candidat Macky Sall. Tout à fait. J'étais en Italie. J'ai été en Italie pendant une semaine pour battre campagne en faveur du candidat Macky Sall. Darou Mouhty, ça ne suffisait pas? Non, ça ne suffisait pas. Je suis un responsable national. Nous avons Darou Mouhty, nous avons le département de Kébémer, mais nous avons aussi des militants et des responsables un peu partout à travers le Sénégal. Et ces responsables-là se sont engagés dans les comités électoraux, se sont engagés dans la bataille pour la réélection du président Macky Sall. Italie aussi, nous avons là-bas des responsables et des militants en partie dynamiques sous la conduite de Sokhna Niang et en relation avec nos partenaires, oui. En relation avec nos partenaires de l'Alliance pour la République et des autres forces présentes en Italie. Nous avons fait en l'espace de quelques jours plus de 10 000 km. Parce que vous savez, l'Italie c'est assez long. Et naturellement, vous en avez perdu pas mal de militants en raison de votre investissement personnel aux côtés de Macky Sall. Hein? Pas vraiment. Je dois quand même avouer que nous, on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour aller rejoindre le président Macky Sall. Je crois qu'on a débattu à l'intérieur de nos instances. On a pris le temps d'en débattre. On a pris le temps de convaincre ceux qui n'étaient pas. Et vous en avez payé le prix? C'est-à-dire? Beaucoup ont claqué la porte. Non, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont claqué la porte. Nous avons gardé intact le parti. Je ne connais pas de responsable d'envergure
qui a eu à nous quitter parce que nous avons soutenu le président Macky Sall. Oui, ok, j'en oublie comme ça des noms, mais vous les connaissez? Non, j'en connais pas. Okay. Non, ça n'existe pas. Il y a un qui est parti, mais la raison, c'est pas parce que nous avons soutenu le candidat Macky Sall. Publicité, avant de revenir. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Sen TV, bienvenue chez vous. Merci de rester avec nous. Modou Diagne Fada, directeur général de Sonacos SA. Oui, responsable politique, ancien ministre de sa République, ancien député. Vous avez occupé pas mal de postes d'élus dans ce pays, quasiment tout, non? Oui, il faut d'abord, un homme politique doit d'abord être un élu. On ne doit pas tout le temps attendre un décret. Il faut d'abord être un élu. J'ai été un élu local, un élu départemental. Aujourd'hui, je suis le président du conseil départemental de Kébémer. J'ai été député à plusieurs reprises. Député d'abord en 98, ensuite en 2007 sous la bannière de Warwi, et en 2012 sous la bannière du PDS, et en 2017 sous la bannière de LDR ISL. Ok, beaucoup de nominations aussi. Oui, oui, j'ai été nommé ministre de la jeunesse, ensuite ministre de l'environnement, et enfin ministre de la santé, aujourd'hui directeur général de la Sonacos, qui est une nouvelle expérience. Et c'est important pour un homme politique d'avoir dans son CV directeur général de quelque chose. Parce que là, c'est une gestion quotidienne. C'est une gestion quotidienne, on ne peut pas déléguer la gestion de la Sonacos. On est là devant les dossiers, nous devons les traiter. C'est un test par rapport à vos compétences managériales. Tout à fait, et je crois que c'est important pour moi de passer par cette étape dans l'évolution de ma carrière. C'est clair, la mission, vous la prenez au sérieux. Tout à fait. Quand vous nous dites que vous avez eu raison des anciens camarades du PDS, c'est de la provocation? Non, je ne provoque personne. J'ai du respect pour mes ex-frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais et du respect pour l'icône que constitue le président Abdoulaye Wade. Mais l'histoire, c'est en fait ça. C'est un constat. Nous avions dit en 2015 déjà qu'il faut renouveler le parti et ensuite prévoir un plan B. On ne nous a pas écoutés. Et j'avais dit à l'époque, avec mes amis, que je ne participerai pas à un suicide collectif. Ce qui s'est passé en 2019, s'il n'est pas un suicide collectif, ressemble quand même à un suicide collectif. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ont raison sur nous. Et tous les autres événements qui se sont succédés par la suite, notamment le départ de Madické Niang, aujourd'hui la crise avec Omar Sarr, confirme ce que nous avions toujours dit, c'est-à-dire la situation actuelle telle qu'elle se présente au niveau du PDS est intenable. Intenable. Et c'est ça la vérité. Et vous continuez à dire que c'est Karim Wade le problème du PDS? Moi vraiment, je ne personnalise pas le débat. Tout ce que je sais, c'est que le PDS traverse une situation difficile, une situation anormale. Je crois que c'est le seul parti politique au monde qui est capable de vivre une telle situation. Il n'y en a pas deux à travers le monde. Un parti qui est là, qui est fort. Omar Sarr refuse de parler de crise, lui. S'il refuse de parler de crise, c'est son appréciation personnelle. Mais quand un parti dit je boycotte, le numéro 2 il va, et quand même c'est une crise, ça c'est un problème. Même si je suis d'accord sur ce qu'il a fait.
parce qu'encore une fois, dans la vie, parfois il faut prendre ses responsabilités. On ne peut pas continuer à vivre l'injustice. En tout cas, nous, à l'époque, nous avions pris nos responsabilités pour avancer un mémorandum de réforme du parti. Plus tard, on a voulu nous enlever le groupe parlementaire. Nous nous sommes battus, nous l'avons conservé. Nous avons été exclus le lendemain. Cette fois-ci, nous avons été exclus parce que nous n'avions pas respecté le mot d'ordre du parti. Mais cette fois-ci, un cas similaire s'est posé. La logique voudrait que la même formation politique exclue? Non, je crois que non, le PDS est un parti intelligent. Je crois qu'ils ont tiré des conséquences sur mon exclusion. Ils se sont rendus compte des dégâts que mon exclusion a causé au PDS. Beaucoup de départs, beaucoup d'autres choses se sont dit non, il faut arrêter d'exclure. Si vous avez remarqué, même Madi Kenya n'a pas été exclu. On dit non, il n'a qu'à constater son auto-exclusion. Il n'a pas été exclu, il a été candidat, c'est après seulement qu'il a rendu le mandat. Cette fois-ci aussi, avec le cas Omar Sarr, ils vont encore se rappeler du cas de Modou Diagne Fada et de ses partisans. Ils vont se dire peut-être, faut pas le faire. Faut pas lui donner l'occasion de quitter le parti, parce que quand il va quitter avec des gens. Et si on continue sur cette lancée-là, je crois qu'il ne restera plus rien au Parti démocratique sénégalais. Ouais. Maintenant, je crois qu'il n'est jamais trop tard de bien faire, à mon avis. Bien faire, c'est quoi? Participer au dialogue? Mais participer au dialogue. Participer au dialogue. Mais d'autant plus que lui-même était engagé par le parti pour y participer, avant que le parti ne se ravise. Oui, en motivant son attitude, en disant que ces requêtes n'ont pas été considérées comme cela se devait. Non, non, je crois que ce que Oumar Sarr devait faire, il l'a fait. C'est de prendre part à une réunion, de poser les problèmes qu'il doit poser. Bon, maintenant la réunion, elle est souveraine. Et c'est pourquoi moi je pense que il a été décisif à la dernière minute, et la seule réponse c'était lui aussi de faire un peu de la politique, et voilà, de répondre par la politique. Je crois qu'il a bien fait de se retrouver à la salle des banquets. Et les conséquences politiques de son acte, pour vous? Je crois qu'il les assume, il va les assumer. Les conséquences politiques de son acte, certainement il y aura des conséquences. Mais il savait aussi qu'il allait y avoir des conséquences. Parce qu'il a posé un acte politique courageux et fort. Il a été la vedette de la journée nationale du dialogue du 28 mai, mais je le félicite. Moi, je le félicite et l'encourage. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, devant cette situation qui prévaut au sein du Parti démocratique. Il faudrait que des cadres se lèvent et disent stop. Modou Diagne Fada, qui a de la compassion pour le Parti démocratique, c'est ça? Oui, parce que quand même le PDS et Fada, c'est une longue histoire. Bon, je ne sais pas. C'est un patrimoine national. Et il y a de gros gaillards également, des hommes avertis qui savent ce qu'ils font et qui ont leur propre agenda. Moi, je crois que ceux qui ont de l'ambition, parce que ceux qui ont de l'ambition, ou ceux qui peuvent avoir de l'ambition, parce qu'il y a des gens aussi au PDS, ils ne peuvent plus avoir d'ambition. Mais ceux qui ont de l'ambition, ou ceux qui peuvent avoir de l'ambition, ne peuvent plus rester au PDS sans rien faire, sans se lever et sans appeler à des renouvellements, à une réorganisation, à des changements. Sinon, ça veut dire les changements, c'est revoir le statut des WAD. C'est ça le changement véritablement.
je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis plus du parti. À l'époque, vous proposiez quoi? Mais ce que nous proposions à l'époque, c'était des renouvellements de la base au sommet. C'est ça, non? Avec une démocratisation des prises de décision et... En dehors de Wade, qui pourrait véritablement tenir les guidons? J'en sais rien. Je ne suis plus militant du PDS, donc j'en sais vraiment rien, mais il ne devrait pas manquer de gens pour tenir la barque. Mais c'est vraiment, si la barque est tenue par les gens qui parlent à la télé, par ce que je vois et qui parlent à la télé, ça veut dire que la barque n'est pas tenue. C'est-à-dire, ceux qui parlent à la télé, c'est de moins en moins Babacar Gaye qui n'est plus porte-parole, mais on peut citer, oui, Maître Sall, on peut citer Doudou Wade, on peut citer Woré Sarr. Ce sont ceux-là qui parlent aux médias. En tout cas, moi je cite personne, mais si c'est ceux qui parlent qui tiennent la barque, c'est-à-dire que la barque n'est pas tenue. Ok, ça s'entend. Et l'opposition dans tout ça, il y en a un de ces radicaux, Ousmane Sonko encore une fois, lui il dit qu'il faut s'opposer. Vous avez votre projet, vous avez vendu ce projet aux Sénégalais, vous êtes élu, continuez à gouverner. Mais il faudrait qu'il y ait une opposition. Non, je crois que dans un pays comme le nôtre, il faudrait qu'il y ait une opposition. Et je crois que ceux qui sont partis au dialogue n'ont pas dit qu'ils ralliaient la majorité. Ils sont dans l'opposition. Je crois qu'il faut s'opposer de façon intelligente aussi. On ne peut pas bouder la table de discussion où on parle de processus électoral, où on parle de fichier électoral, où on parle de carte d'identité nationale, de parrainage. Non, c'est pas raisonnable ça. Non, c'est pas raisonnable. Donc il faut être là. Plus d'accord avec Idrissa Seck qui envoie ses représentants. Non, moi je crois qu'il faut être là et débattre des problèmes. Mais ne pas être là, demain maintenant, contester les décisions, contester les mesures prises, cela ne me semble pas être raisonnable. Je crois qu'il faudrait que les gens aussi changent de disque. Cette façon de s'opposer radicalement, vous savez, le radicalisme n'a jamais été payant. La politique de la chaise vide n'a jamais été payante. Au Sénégal, tout ce qui est excessif n'est pas apprécié par nos compatriotes. Et je crois qu'il faudra de la pondération, de la responsabilité, de la mesure dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Sonko que vous citez a dit, par exemple, nous avons un gap budgétaire de 100 milliards de francs CFA. Alors que lui, c'est un inspecteur des impôts et domaines. Il connaît mieux que toi, mieux que moi, cette problématique. Il sait que le budget est fait de prévisions, de recettes. Nous sommes au mois de mai, au 5e mois de l'année. Comment on peut parler de gap budgétaire? Il faut parler de gap budgétaire le 31 décembre. Au 31 décembre, si nous constatons un gap, on peut dire que le gap est définitif. Mais au 5e mois de l'année, on ne peut pas parler de gap budgétaire. Et ensuite... Quoique Macky Sall et son régime nous ont habitués à des arbitrages budgétaires vers la fin de l'année. Non, il n'y a pas de... Non, ici, lui, il ne parle pas de ça. Il dit que... Il y a déjà ce gap de 100 milliards. Il dit qu'il y a... Qui peut être comblé. Non, il dit... Voilà. Oui. Il dit... Non, d'abord... Mais qui peut ne pas l'être aussi. Non, d'abord, je conteste le chiffre. Mais je dis, je suis sur le principe. Quand vous dites qu'il y a un gap budgétaire au mois de mai, vous sortez des élections présidentielles. Vous sortez de la pré-campagne. Vous dites au mois de mai, il y a un gap de 100 milliards. Je dis que économiquement, ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, dans les prévisions, ça évolue, ça monte, ça descend, et rien ne lui dit qu'il y aura un gap le 31 décembre. Et vous êtes optimiste. Mais je suis optimiste. Alors maintenant, la façon dont il l'a dit, pour quelqu'un, moi je ne suis pas un économiste, mais quand même je suis un homme d'État, je sais comment ça se fait l'histoire de budget.
Pour quelqu'un maintenant qui ne connaît pas, il dit, ah bon, Sénégal dañu am trou 100 milliards. Il n'y a pas de trou de 100 milliards. Il ne peut pas parler de trou de 100 milliards aujourd'hui. Parce que tout simplement, ce n'était que des prévisions, et ces prévisions-là, rien ne lui dit qu'au 31 décembre, encore une fois, ben, on aura un gap. Oui, seulement rappeler que quand même Macky Sall lui-même, en tant que chef de l'État, a dit devant les Sénégalais que attention, il faut pas croire que nous sommes un pays nanti, pas d'augmentation de salaire, les caisses ne sont pas aussi remplies que ça. Il faut serrer la ceinture. Ouais, mais non. Il a appelé tout le monde, il a même prononcé le mot ajustement structurel. Non, mais attends, il est dans son rôle. Lui, c'est le chef de l'État. Il est dans son rôle d'inviter les Sénégalais à être plus raisonnables. Et d'inviter les Sénégalais à savoir que tout n'est pas encore permis par la situation financière de notre pays, par la situation économique de notre pays. Il n'y a pas de mal en cela. Mais je crois que c'est nous les sommes. Il n'était pas en train de nous préparer à des difficultés. Mais vous savez, le monde est fait de difficultés. Le Sénégal n'est pas un pays à part. C'est un pays qui vit les mêmes problèmes que les autres pays du monde. Ce qui se passe dans les autres pays nous intéresse parce que tout est lié. Quand le cours du baril du pétrole augmente, mais ça a un impact sur le Sénégal. Quand le cours mondial de l'arachide baisse, ça a un impact sur le Sénégal. Quand le cours de l'huile brute baisse, ça a un impact sur le Sénégal. Donc nous ne pouvons pas ne pas regarder aussi notre environnement et l'environnement international pour aussi nous projeter et prévoir. Je crois que le président Sall, il est un peu dans son rôle d'anticipation. D'anticipation. Et concrètement, ce dialogue peut donner quoi? Beaucoup de choses. D'abord, il faut quand même le rappeler, le président Sall a convoqué ce dialogue sans contrainte. Sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de situation difficile. Lui, il a pensé qu'il faut s'entendre sur l'essentiel. Et les thèmes qui ont été avancés sont des thèmes qui intéressent tout le monde. Thèmes relatifs à la politique, à l'économie, à la sécurité, à l'environnement, au social, sont des thèmes importants. Je crois que tous les secteurs de la vie économique nationale sont intéressés, devraient être intéressés par ce dialogue-là. C'est pourquoi moi je ne comprends pas les forces politiques qui disent non, nous n'allons pas y prendre part. Comme si, en y prenant part, on va leur dire qu'en 2004, vous n'allez pas avoir de candidat. Ou bien aux élections législatives, vous n'allez pas présenter de candidat contre Macky Sall. Personne ne dit ça. Mais vous avez des idées. Vous voulez la bonne marche du pays. On vous invite à un débat sérieux, piloté par quelqu'un d'expérimenté, respecté. Mais vous venez. En tout cas, moi, je fais partie, en tout cas, de cette aile de la majorité qui appelle encore les hésitants à venir rejoindre la table de discussion. Et déjà, je dois quand même dire... Votre programme, votre feuille de route dans tout ça, votre programme dans tout ça. Le programme de qui? De votre... de la majorité. De la majorité. Mais notre programme est là-dedans. Notre programme, nous allons le mettre en œuvre. Mais pour mettre le programme en œuvre, vous savez, un programme, c'est un programme. Vous prévoyez de faire 100 000 logements pour les 5 ans. À partir des discussions et des ouvertures que vous constatez, par exemple, dans les négociations, vous pouvez être amené à faire 125 000. Vous avez prévu de faire 100 km d'autoroute. À partir de discussions avec le patronat, avec le CECI, avec les partenaires au développement, vous pouvez être amené à faire 200. Donc je crois que ça n'a rien à voir. C'est flexible. C'est flexible avec le programme. Ce qu'il faut tout simplement dire et demander, c'est que les acteurs politiques prennent au sérieux le dialogue et viennent débattre
avec la majorité. En tout cas, moi je crois que c'est la meilleure attitude, et c'est ça qui en tout cas aujourd'hui, tel que je vois, en tout cas l'opinion, de façon générale, est d'accord sur le principe de ce dialogue-là. Le passé est un peu douloureux quand même, les conditions de cette présidentielle, dans son organisation, les candidats recalés. C'est pas facile. Mais attends, les candidats recalés par le parrainage, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui pouvaient avoir des problèmes avec le logiciel qui avait été adopté. Mais venez à la table de discussion, posez le problème. La prochaine fois, ça ne va pas se répéter. Et quand Macky Sall nous dit qu'il n'est plus dans les Ndjoundiatch, vous comprenez non, quoi? Mais ça aussi c'est une vraiment. Un changement de cap. Non, celui qui a parlé de ça a compris à travers, n'a pas bien compris, parce qu'il n'était pas là-bas. Quand vous sortez une phrase de son contexte, mais vous dénaturez il a changé quand même, Monsieur le Président. Changé de quoi? Dans son attitude, beaucoup plus de respect quand il parle de l'opposition. Non, je crois. Plus de concessions. En tout cas, moi, le Macky Sall que j'ai toujours connu, c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de respect vis-à-vis de ses interlocuteurs, même si vous n'êtes pas d'accord. Beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup d'amabilité. Hein? Je crois que c'est l'un des traits de caractère du président. Non, pas du tout. Mais je crois que non. C'est lui qui l'a dit. Non, il ne l'a pas dit comme tu l'as dit. Il dit il dit je ne suis pas là. Je ne vous ai pas invité à un dialogue. Je ne vous ai pas invité à un dialogue pour faire du Ndjoundiatch. Je vous ai invité à un dialogue. Dans les Ndjoundiatch. Non, il n'a pas dit ça. Ok, d'accord. Non, il n'a pas dit ça. Je vous ai invité à un dialogue sérieux. Un dialogue sincère. Sans condition. Voilà, un dialogue sincère où c'est pas un dialogue où on fait des combines. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Bon, maintenant, un journal l'a présenté autrement et un leader politique l'a repris. Mais je crois que quand on est leader politique aussi, on ne doit pas être léger. Avant d'avancer certaines choses, on doit aller à la source. Okay. Pour parler. L'autre fait majeur de l'actualité au Sénégal, c'est sur le plan social, l'insécurité, vol, viol, meurtre. Le président de la République qui donne rendez-vous au mois d'août pour un conseil présidentiel, beaucoup y voient la difficulté qui se présente devant lui en supprimant le poste de Premier ministre. Premier ministre aurait vite fait organisé un conseil interministériel. Non, c'est pas une. Non, c'est lui qui a choisi. Il est obligé d'attendre le mois d'août. Il faut s'en féliciter. Et pourtant, c'est sensible. Non, pour moi. Ce sont des problèmes majeurs. Vous savez, les Sénégalais ont élu Macky Sall himself. C'est lui qui a été élu. Et c'est lui qui distribue les responsabilités. Donc s'il décide de prendre ses responsabilités, de les assumer directement pour gérer les problèmes, mais tant mieux parce que c'est lui qui a la force de la décision. Un ministre prendrait note et rendrait compte au président de la République. Mais là, il y a urgence, non? Mais il y a urgence, mais je crois que... Il nous renvoie au mois d'août. Mais non, le mois d'août, c'est pas quand même très loin. Toi aussi, Pape Cheikh. Pour des questions aussi importantes, il faut bien préparer le dossier. Il faut faire les enquêtes nécessaires, il faut impliquer tous les secteurs de l'administration pour faire de bons rapports, pour véritablement avoir un dossier de qualité. Donc le mois d'août, 2 mois, c'est pas bon coup. En tout cas, je profite de l'occasion pour m'incliner à nouveau devant la mémoire de toutes ces victimes, présenter nos vives condoléances aux parents et aux différentes familles des victimes, et bien entendu dire parfois que parfois l'État est mis devant le fait accompli, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles d'être considérées, d'être prévues. Quand vous vivez avec quelqu'un qui est presque ton bras droit, qui pose certains actes, ça quand même, je crois que c'est plutôt un problème de la société. Quelque part aussi, il ne faut pas renvoyer
toutes les questions à l'État. La société aussi a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Et la Korité, vous la passez à Dakar maintenant ou du côté de Kébémer? Darou Mousty plutôt. Darou Mousty, vous êtes davantage Dakarois maintenant? Non, nous sommes tous davantage Dakarois. Mais moi, j'ai jamais passé la fête de Korité ailleurs qu'à Darou Mousty. De même que la fête de Tabaski. Sont des fêtes, je les passe toujours à... Et la tradition est respectée là-bas, une fête oui, moi, en tout cas, j'amène toute ma famille. Non, j'amène toute ma famille, mes enfants, mes épouses, ma famille à Darou Mousty. Les autres aussi font de même. Et c'est la fête... Seulement que vous êtes comme les Dakarois. Maintenant, il n'y a plus lieu de manger en public sous l'arbre à palabres, tout le monde. Peut-être, oui, peut-être ça quand même, ça. Quand j'étais plus jeune. Perdu ces habitudes. Oui, quand j'étais plus jeune. Non, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Quand j'étais plus jeune, c'est comme ça que ça se faisait. Il y avait, on se voyait au milieu du quartier, au milieu. Et tout le monde amenait, puis on mélangeait, puis voilà. Mais ça, quand même, c'est vrai que ça ne se fait plus comme ça. Mais quand même. C'est encore une bonne ambiance familiale. C'est encore une bonne ambiance. Oui, c'est encore une bonne ambiance. C'est mieux que Dakar? Non, moi je passe jamais les fêtes à Dakar. Ok. L'actualité, c'est aussi un mot sur l'équipe nationale de football. C'est véritablement l'actualité après ce Ramadan, la CAN. Oui. Ah oui. Non, je crois d'abord il faut féliciter les jeunes. Féliciter aussi l'entraîneur, Aliou Cissé, de même que le ministre des Sports. Et ensuite, le gouvernement et le président de la République en tête. Parce que quand même, être présent d'abord à la CAN, il fallait le faire. Nous l'avons réussi. Mais bien entendu, l'attente aujourd'hui des Sénégalais, ce n'est pas une équipe en quart de figuration, finale. Non, ce n'est pas une équipe en quart de finale ou même en demi-finale. C'est au moins une équipe en finale et pourquoi pas une équipe qui nous ramène la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. Et bon, j'espère que les U20 ne vont pas s'arrêter en si bon chemin eux aussi. Et ça montre quand même que le sport du Sénégal, en tout cas le football, et même le basket, parce que quand même, moi je suis les différents sports. Le sport quand même du Sénégal se porte bien dans l'ensemble. On connaît nos résultats avec le beach soccer, on connaît nos résultats avec les U20 et aujourd'hui nous sommes encore qualifiés pour les U17. Donc nous sommes aussi en Coupe d'Afrique des Nations. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Chapeau au président de la République, à son ministre des Sports, à la fédération sénégalaise de football et à l'encadrement technique. Le temps est épuisé, donc nous n'allons pas parler des examens de fin d'année, surtout le bac et autres, en période pré-hivernale. C'est un peu compliqué quand même, en 2 secondes. Mais non, mais je crois que c'est comme quand on dit aux Sénégalais allez voter pendant l'hivernage. Les Sénégalais sont partis voter. Ça, là aussi, il faut que les parents prennent. Mais plus de rigueur quand même dans l'organisation. Oui, bien sûr, plus de rigueur pour éviter des copies mouillées, pour éviter trop de retard. Trop de retard, trop de fraude. Oui, beaucoup plus de rigueur dans l'organisation. Mais je crois que l'hivernage ne doit pas constituer... Les semences pour l'arachide, tout est OK. Alors là, vraiment, vous me donnez l'occasion en 2 secondes de préciser que la Sonacos ne distribue pas de semences. C'est le ministère de l'Agriculture qui agrée des opérateurs privés qui distribuent les semences à travers le pays. Qui gère également je ne cesse de recevoir des... Qui gère également les bons. Non, attends, il y a autre chose. Le ministère de l'Agriculture distribue les semences à travers les OPS. Après la culture de l'arachide, nous collectons, nous achetons les produits des paysans, l'arachide des paysans. Nous collectons. C'est nous qui achetons auprès aussi des opérateurs ce qu'il nous faut pour notre cœur de métier, à savoir la fabrication de l'huile de table et l'exportation de l'huile. Le système est huilé. Le système est huilé. Alors là, je crois que ça se passe très bien avec le ministère de l'Agriculture. Il y a de moins en moins de bons voilà, maintenant nous, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Bon, en tout cas, je crois, mon prédécesseur l'a affirmé ici, personne ne l'a démenti. Il n'y a pas eu l'année dernière de bons impayés. Il faut travailler cette année très tôt. Et je viens de m'entretenir avec les autorités du ministère des Finances pour le dire. C'est maintenant qu'il faut mettre en place le plan pour trouver les financements de la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. Et je crois que nous allons nous y prendre très tôt. Il faut conclure, mais quand même plus d'effets d'annonce comme ça. 17 milliards pour la campagne d'arachide, tant de milliards. Mais où sont ces milliards? Mais l'année dernière, par exemple, lors de la campagne 2018-2019, le Sénégal avait réussi à rassembler 50 millions de dollars. Malheureusement, mais nous n'avons même pas pu consommer les 50 millions de dollars parce que nous n'avons pu acheter que 85 000 tonnes avec une valeur qui tourne autour de... Il y a de l'argent. Non. L'argent est disponible. Non, ça c'était des prêts. Non. Alors quand vous avez la possibilité de vous endetter à 43 milliards, vous le faites au lieu de vous endetter à 50 millions de dollars. Ok. Donc ce sera un peu plus réfléchi. En tout cas avec nous, ce n'est pas nous qui définissons la politique de la nation, elle est définie par le chef de l'État. Nous avons quelques idées sur cette question-là. Nous allons lui